parler de la Colombie, je pense au trafic de drogue. Voilà. Je pense aux FARC, à la guerre entre les FARC et le gouvernement. Je pense à Ingrid Betancourt, par exemple, la fameuse histoire d'Ingrid Betancourt. Bon, ça, c'est les premières idées qui viennent à l'esprit. Quand je pense à la littérature colombienne, alors là, il n'y a pas photo, si j'ose dire. Il y a un géant parmi les écrivains colombiens, probablement le plus connu de tous les écrivains latino-américains, Gabriel García Márquez. Alors après, c'est difficile de se faire une place à l'ombre à la fois de ces idées reçues, parce que je pense, on a eu l'occasion déjà dans d'autres rencontres de discuter un petit peu que les idées que je viens d'énumérer sur la Colombie ne sont pas aussi exactes qu'on le pense. Et puis, Gabriel García Márquez, il est mort malheureusement, même si ça reste un immense écrivain. Il y a une autre génération derrière lui qui est très importante, qui a beaucoup publié, qui se fait connaître, et dont Santiago est un des plus éminents représentants. Et c'est un des plus éminents représentants, d'autant plus qu'il a été, comment je pourrais dire, intronisé, parrainé par ses plus grands aînés, par García Márquez, qui était un passionné des livres de Santiago Gamboa, et qui a même joué un rôle dans l'écriture de certains d'entre eux. Et puis j'ai mis exprès aujourd'hui un t-shirt, là, je viens de le mettre, parce qu'il y a eu, il y a quelques années, il y a 3 ans, je sais pas, c'était il y a 3 ans, il y avait une grande fête du livre, comme ça, comme il y a tous les ans à Aix-en-Provence, et le principe c'est d'inviter un grand écrivain, et puis de lui demander de venir avec des gens qu'il aime, avec des photographes, avec des peintres, avec des cinéastes, avec des écrivains aussi, et ceux qui l'aiment particulièrement. Et il y a 3 ans, à Aix-en-Provence, était invité Carlos Fuentes, qui est mort lui aussi depuis, malheureusement. C'était une de ses dernières rencontres publiques dans une fête du livre, un autre géant de la littérature latino-américaine. Et alors, savez-vous qui Carlos Fuentes avait invité comme son écrivain latino-américain préféré? Santiago Gamboa. Ah. Donc c'est pas mal quand même. Quand on est porté sur les fonds baptismaux par des gens comme García Márquez, Carlos Fuentes, il y en a probablement d'autres d'ailleurs, mais c'est une belle, ce sont de belles références. Je pense que la transmission de relais, elle est assurée. Alors simplement, comment est-ce qu'on peut se faire une place au soleil à l'ombre de tels géants? Oui, en fait, bonsoir tout le monde. Excusez-nous d'être un peu en retard, mais on était dans un... Tu parles pas très fort, c'est un peu plus fort. Vous entendez hein? Je demande des excuses parce qu'on est arrivé un peu en retard, mais on était dans un dîner extraordinaire que Madame Arlette m'a offert. J'ai mangé comme un roi. Maintenant, je suis meilleur de ce que j'étais avant ce dîner. Donc, merci Arlette. Publiquement, je te remercie. Oui, en fait, pour la littérature latino-américaine, pour moi, en tant qu'écrivain qui a commencé à publier dans les années 90, García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Guillermo Cabrera Infante, Octavio Paz, tous les grands écrivains de l'Amérique latine, Ernesto Sábato, José Donoso et tous les autres, étaient pour moi comme les classiques de la littérature. Ce n'étaient pas des écrivains comme moi, dans ma jeunesse, les premiers essais que je faisais. Moi, je n'ai jamais rêvé à arriver à ce point parce que c'était les classiques de la littérature. Moi, en France, j'ai fait toujours une comparaison. C'est comme si vous pouvez être dans la médiathèque de Châteauneuf en écoutant parler Balzac, au Stendhal, au Rabelais, vos classiques de la littérature. Nos classiques en Amérique latine, c'est García Márquez, Vargas Llosa, Borges, Octavio Paz, Cabrera Infante, José Donoso, tous ces écrivains-là. Mais il y a 20 ans, quand j'ai commencé, 25 ans quand j'ai commencé à écrire, même plus que ça, peut-être 30 ans, ils étaient tous vivants. Donc il y avait cette combinaison de classique et en plus quelqu'un qui était juste à côté de toi.
Mais en même temps, c'était complètement différent à l'époque parce que les écrivains n'étaient pas tellement, comment dire, c'était pas comme aujourd'hui que les écrivains se portent beaucoup plus sur le public, rencontrent les lecteurs. À l'époque, l'écrivain était plus caché, un petit peu plus caché. Il y a 30 ans, je ne sais pas, les gens qui se souviennent d'il y a 30 ans, les écrivains n'étaient pas non plus comme aujourd'hui. Ils étaient un peu cachés, enfin, il n'y avait pas autant d'activités, au moins pour moi. Et aujourd'hui, j'étais dans un lycée. Et je me souvenais que la première fois que moi, j'ai vu un écrivain, j'avais 22 ans. Donc aujourd'hui, j'étais devant des lycéens de 14 ans. Et je sais que ces lycéens-là, ils rencontrent tous les ans, régulièrement des écrivains. Et je disais, quelle chance! Moi, la première fois que j'ai vu un écrivain, j'avais 22 ans. Parce que c'était peut-être pas, la vie était différente, le rapport entre les écrivains et l'éducation, et même les lecteurs et l'écrivain étaient différents. Mais c'était pas comme ça. Mais de toute façon, et mon rapport avec Garcia Marquez, Carlos Fuentes et tous ces écrivains, grands écrivains latino-américains, était d'une admiration gigantesque. Mais en même temps, c'était les classiques et vivants de la littérature. Donc pour moi, ce n'était pas le fait de l'ombre. Parce que moi, j'étais déjà... Enfin, quand j'ai lu les premiers bouquins de Garcia Marquez, quand même, j'avais 14 ans. Donc pour moi, je n'avais pas l'impression d'être sous l'ombre de lui. J'imagine que pour ceux qui étaient de la même génération ou de celui d'après, ça a dû être très difficile. Parce que c'est vrai que Garcia Marquez, il a créé un monde littéraire tellement fort que d'une certaine façon, on peut dire qu'il a supplanté l'Amérique latine. Enfin, en dehors de l'Amérique latine, tout le monde pensait, et c'était normal, que l'Amérique latine, c'était Garcia Marquez. C'était ses livres, c'était cette ambiance de Garcia Marquez. Pour moi, ce n'était pas comme ça. Moi, je suis colombien comme lui, mais on appartient à des cultures complètement différentes. Moi, je suis né à Bogota. Bogota, c'est une ville qui est à 2700 mètres d'altitude. Donc, il fait froid, il pleut. Tout ce que les Français détestent. Il vient de la côte Caraïbe. Donc, c'est le soleil, c'est la mer, c'est le sourire, tout le monde est gai, tout le monde est content, tout le monde est... Enfin, c'est les couleurs, alors qu'en haut, là-bas, c'est gris, noir, chapeau, l'imperméable, et tout le monde est un peu comme ça. Moi, il était tout le temps comme ça. Et ma grand-mère parlait de lui et disait les docteurs. Enfin, il y avait tous les rapports étaient très, très éloignés, enfin, très froids. Alors que dans le Caraïbe, dans le chaud, tout le monde est ami de tout le monde. Enfin, il y a beaucoup plus de circulation, je dirais même de sang. Et donc, ce monde de Garcia Marquez, quand je l'ai lu à Bogota, pour moi, c'était un monde délicieux, extraordinaire, plein de couleurs, d'exotisme, même pour moi, étant colombien moi-même. Je pense que moi, j'ai lu Garcia Marquez comme un Danois, comme un Français même. Parce que même étant colombien, j'étais 2700 mètres en haut de ce monde-là, et la culture était complètement différente. Et donc, ça c'est la deuxième. Donc, moi, mon écriture, quand j'ai commencé à penser à écrire et à écrire moi-même, l'esthétique de Garcia Marquez était tellement éloignée de moi que c'était pas, il n'y avait aucun risque que j'aille sur la même esthétique. Et puis, pour en finir, je pense que quand il y a un grand écrivain comme Garcia Marquez, on doit le lire, on doit admirer ce qu'il a fait, mais suivre son chemin, c'est pas bien. Parce que Garcia Marquez, c'est un tel pôle d'attraction que si on
rentre un petit peu dans son monde, la seule chose qu'on peut faire, c'est le copier. Et un copiste, un imitateur, c'est pas un écrivain. Il y en a énormément des écrivains, enfin, entre guillemets, qui font le même style de Garcia Marquez, parce que c'est quand même un style qui a beaucoup de succès. Mais pour moi, c'est pas des écrivains, c'est juste des imitateurs. Parce que lui, il a ouvert une voie, il a inventé un monde, mais il l'a épuisé lui-même. Faire le même chemin, ça mène directement à l'imitation. Et un vrai écrivain ne doit pas faire ça. Alors il y a déjà une différence qui saute aux yeux, et là vous vous opposez même radicalement à l'esthétique de Garcia Marquez. Quand on regarde vos livres, il suffit de les prendre les titres les uns après les autres. Perdre est une question de méthode est un livre qui se passe à Paris. Ah non, Perdre est à Bogota. À Bogota, pardon, c'est le syndrome du Nice, je les mélange. Je commence à mélanger les titres. Alors, vous voyez, effectivement, il y en a à Bogota, mais il y en a, le syndrome du Nice, c'est Paris, il y en a à Jérusalem, il y en a à Pékin. Ici, dans le tout dernier Prière nocturne, il y a un peu de Bogota, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de Bangkok. Il y a Tokyo, il y a Téhéran, il y a Delhi. On a en plus, je crois savoir que vous vivez depuis maintenant de nombreuses années à Rome. On a le sentiment que le déplacement, plus que le voyage, parce que c'est vraiment l'implantation à long terme dans un endroit précis, est quelque chose qui est en rapport direct avec votre écriture. Alors que Garcia Marquez, justement, crée une Amérique latine imaginaire, magique, etc., vous décentrez complètement les choses et l'écriture est liée au déplacement ou à la transplantation sur d'autres climats. Oui, j'ai toujours admiré, en fait, c'est très important pour la littérature latino-américaine, ce que Garcia Marquez a fait, ce que Vargas Llosa a fait, ce que tous les grands écrivains ont fait, en écrivant leur pays. Garcia Marquez a parlé d'un pays qui en fait, c'est la Colombie, mais ce n'est pas non plus la Colombie toute seule, c'est toute la région Caraïbe. Et Carlos Fuentes, il a fait le rapport entre le Mexique contemporain et le Mexique préhispanique. Donc, comme une sorte de psychanalyse nationale pour le Mexique. D'autres écrivains du Sud, par exemple Cortázar, ils ont travaillé sur le rapport immigration européenne au sud de l'Amérique latine et l'Europe. Donc, Marel s'appelle le grand roman de Cortázar. Ça se passe une partie à Buenos Aires et une partie à Paris. Je pense que ces grands écrivains des années 60-70 en Amérique latine, ils ont fait un peu la fondation mythique et littéraire de l'Amérique latine. Donc, quand ma génération a commencé à travailler la littérature et à publier, et à écrire surtout, on n'avait plus besoin de raconter même pas nos pays. On n'avait plus besoin de faire une espèce de compte rendu de ce qu'on était. On n'avait plus besoin d'aller à la recherche d'une identité, puisque tout ça était déjà fait par les grands écrivains. De la même façon qu'un écrivain français aujourd'hui, il ne va pas se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire être français. Parce qu'il est, comment dire, il est déjà précédé par tellement de littérature, tellement de pensées et tellement de choses derrière, que peut-être ce qu'il doit faire, je ne suis pas un écrivain français, mais j'imagine, c'est peut-être essayer de retrouver un espace expressif et esthétique nouveau. Mais dans la littérature latino-américaine, il fallait faire une espèce de refondation de l'Amérique latine, et ça a été fait par ces grands écrivains. Donc, quand je suis arrivé, les portes étaient déjà ouvertes pour les grands écrivains. Donc, on avait une grande liberté. Grâce à ces écrivains qui nous ont précédés, on a eu une énorme, gigantesque liberté. Donc, on a pu choisir le chemin, parce qu'en plus, étant des sociétés jeunes et
toute l'Amérique latine, et on pouvait choisir, parce que l'Amérique latine, c'est un peu l'extrême occident. On a là-bas, on est, bien sûr, on a une culture européenne, puisqu'on parle une langue, l'espagnol, c'est une langue européenne, et parmi l'espagnol, on a une culture européenne. Donc là-bas, on a la liberté de choisir, c'est ce qu'on veut, d'une certaine façon. On n'est pas obligé de suivre une seule culture. On a aussi nos cultures préhispaniques. Et on a, pendant 400 ans, la culture de la colonisation espagnole dans tous les pays de l'Amérique latine. Donc, puisqu'on est un pays très jeune, on n'a pas une grosse culture, une lourde culture. Donc, nous, les artistes, on éprouve une sensation de liberté. On peut choisir, je veux faire ceci, cela, je veux faire la synthèse, et mon produit, c'est ça. Et ça, c'est bien. Donc, dans mon cas, et je me suis toujours demandé pourquoi tous les écrivains latino-américains parlaient seulement de leur pays, alors que pour moi, le voyage était tellement important. Pour moi, les voyages, ça a été toujours quelque chose d'initiatique, important, profond, intense, de profondeur. Et le voyage, c'est se rapprocher à quelque chose que je pense qui est pas loin de la création du mystère, parce que je pense qu'on doit même pas désirer comprendre pourquoi on écrit. C'est bien que ce soit un mystère. Pourquoi les êtres humains décident de faire des peintures, ou de raconter des histoires, ou de les écrire. Mais on n'a pas une réponse. Et je pense que c'est bien qu'on n'a pas une réponse. Peut-être le jour où on aura une réponse scientifique, peut-être on va s'arrêter, on ne va plus le faire. Donc c'est mieux que ça continue à être un peu un mystère. Mais dans mon cas, je sais que ce mystère, je peux le provoquer en moi. Et comment? En voyageant. Pour moi, le voyage, c'est une façon de provoquer, de m'approcher à cette espèce de magma ou de petit moteur de la création. Alors, pour moi, les voyages, et c'est pour ça que mes personnages voyagent, et c'est pour ça qu'en fait, on écrit un peu ce qu'on est aussi. Donc, mes personnages, les histoires que je raconte, sont toujours placées dans de différents endroits, parce qu'une fois acquis cette liberté, donc il ne faut pas toujours parler de la Colombie. Je peux parler de la Colombie, mais aussi de la Chine, de la Moyen-Orient, etc. Donc, j'ai fait toujours un mélange entre les deux. Et c'est aussi une façon de présenter le monde aux yeux d'un latino-américain. C'est aussi quelque chose que je pense que c'est important. Octavio Paz, le grand poète mexicain, il disait que l'Amérique latine devait faire, qu'il devait exister des versions du monde écrites en Amérique latine. Et moi, je pense que c'est quelque chose d'important aussi, de raconter le monde avec les yeux et depuis l'Amérique latine. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi.